Bonjour, mesdames, messieurs. Sommes-nous libres de vouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons? Sommes-nous libres de choisir ce que nous choisissons? Ces deux questions qui sont au cœur du débat entre l'évêque de Derry, Bramhall, et Thomas Hobbes ont été déjà évoquées ici à propos de Chisholm, Roderick Chisholm, et de sa lecture de la théorie leibnizienne de l'inclination non nécessitante. Avant de reprendre ces questions d'un point de vue archéologique, je voudrais rappeler que Leibniz lui-même les a réorchestrés dans un des deux petits traités qu'il a composés, le premier contre le déterminisme absolu et le second contre ce qu'on appelle l'indifférence d'équilibre. Le premier donc contre Hobbes, intitulé Est-ce que cela apparaît? Oui, voilà. Le premier donc contre Hobbes, intitulé Réflexion sur l'ouvrage que M. Hobbes a publié en anglais, en anglois, de la liberté, de la nécessité et du hasard. Et le second contre King, intitulé Remarques sur le livre de l'origine du mal, publié depuis peu en Angleterre. Deux textes qui sont annexés, tous deux, donc, aux essais qui constituent la grande œuvre de Leibniz, qu'on appelle la Théodicée. Alors, je laisse de côté la discussion du De origine mali de William King, rédigé en 1702, traduit en anglais par le disciple de Locke. Donc l'ouvrage avait été écrit d'abord en latin, puis traduit en anglais par un disciple de Locke, dont le nom est Edmund Lass, Lowe, prononcé à l'écossaise, Lass, sous le titre An Essay on the Origin of Evil. J'ai traité de certaines thèses de ce Lass ou Lowe, qui sont capitales pour l'histoire du sujet et la réception de Locke, c'est un des grands disciples de Locke, dans le tome 2, volume 2 de l'archéologie du sujet, qui s'intitule La quête de l'identité, notamment d'une des thèses fondamentales de Lass, et qui n'a rien à voir avec l'économiste, bon, c'est tout à fait un autre personnage, bien sûr, que tout être, quel qu'il soit, n'est rien d'autre qu'un agrégat de propriétés. Là, c'est un des philosophes qui ont renoncé au schème de la substance et des attributs pour constituer les individus à partir de la réunion de propriétés singulières. C'est un des grands textes où on se débarrasse, enfin, si j'ose dire, de la notion de substance en ontologie. En tout cas, ce n'est pas ce qui nous occupe ici. Ce qui nous occupe, c'est le texte que Hobbes que Leibniz va publier, consacre à la controverse entre Hobbes et Bramhall. Et dans ce texte, très intéressant en français, donc, Leibniz fait l'historique de la controverse assez compliquée, qui s'est déroulée en trois époques, trois stades, de ses circonstances et de ses enjeux immédiats. La première étape de la controverse ayant eu lieu à Paris, n'est-ce pas, chez le noble anglais réfugié en France. Et Leibniz revient donc sur ces circonstances, qui sont confirmées par les études récentes. Et surtout, alors il fait un bref éloge de Hobbes
et de sa théorie des conditions suffisantes, qu'on avait évoquée il y a quelque temps. Et cette théorie des conditions suffisantes qui, selon Leibniz, jusqu'à un certain point, s'accorde avec sa propre théorie, théorie selon laquelle tout arrive par des raisons déterminantes, dont la connaissance, si nous l'avions, dit Leibniz, ferait connaître en même temps pourquoi la chose est arrivée et pourquoi elle n'est pas allée autrement. Bon, mais l'éloge qu'il fait de Hobbes tourne court. De fait, poursuit Leibniz, l'humeur de cet auteur, Hobbes, qui le porte au paradoxe et le fait chercher à contrarier les autres, lui en a fait tirer des conséquences, dit-il, et des expressions outrées et odieuses, comme si tout arrivait par une nécessité absolue. Donc Hobbes apparaît comme le docteur, si je puis dire, de la nécessité absolue, du nécessitarisme complet. Et voici comment Leibniz donc, résume la position de Hobbes. La thèse la plus générale de Hobbes est que nos actions sont en notre pouvoir, mais pas nos volitions. Nos actions, mais pas nos volitions. Donc nos actions sont en notre pouvoir, en sorte, dit Leibniz, résumant Hobbes, que nous faisons ce que nous voulons, quand nous en avons le pouvoir, c'est-à-dire quand rien ne nous en empêche. Donc, nos actions sont en notre pouvoir, mais pas nos volitions. En telle sorte, dit-il, que nous puissions nous donner sans difficulté et suivant notre bon plaisir des inclinations et des volontés que nous pourrions désirer. Bien, nous ne pouvons pas faire cela. Nous donner à nous-mêmes, quand nous le voulons, selon notre bon plaisir, nos inclinations et nos volontés. Voilà ce qu'est censé soutenir Hobbes. Bramhall n'a pas suffisamment pris garde à cette distinction et Hobbes, de son côté, ne l'a pas suffisamment développé, dit Leibniz. En fait, les deux compères, les deux adversaires ont manqué l'essentiel, la vérité. La vérité qui est que nous avons quelque pouvoir sur nos volitions. Donc, il n'est pas vrai de dire que nous n'avons aucun pouvoir sur nos volitions. Nous avons quelque pouvoir sur nos volitions, mais, dit Leibniz, d'une manière oblique et non pas absolument et indifféremment. Donc nous n'avons pas tout pouvoir sur nos volitions. Mais il n'est pas vrai non plus que nous n'ayons aucun pouvoir sur nos volitions. Nous avons quelques pouvoirs sur nos volitions d'une manière oblique. Il va falloir comprendre ce que veut dire d'une manière oblique. C'est cela, c'est cette thèse. Nous avons un pouvoir oblique sur nos volitions que Leibniz veut mettre en évidence contre Bramhall et contre Hobbes à la fois, en arbitrant point par point entre deux points de vue qui sont présentés dans son petit volume à partir de ce qu'il appelle la préface de Hobbes, qui en fait n'est pas de Hobbes, je n'entre pas dans ces détails, mais entre deux points de vue qui sont présentés sous la forme d'une quaestio, une question ad utramque partem, comme on dit en latin, c'est-à-dire exposant le pour et le contre, qui présente le pour et le contre. Alors le débat que décrit et sanctionne Leibniz est un véritable, correspond à ce que j'appelle un complexe de questions et de réponses. C'est véritablement un complexe de questions et de réponses auquel Hobbes et Bramhall sont censés apporter leurs propres réponses, arguments et contre-arguments. Ce complexe de questions et de réponses, donc, est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un champ de présence, au sens foucaldien du terme, pour toute la discussion moderne, disons, et il oppose, tel que le présente Leibniz, une première thèse en 4 points à une seconde thèse ramenée elle-même à 5 points.
Donc là, la première thèse, la première position, disons que j'ai les thèses H, n'est-ce pas, comme Hobbes, c'est le point de vue de Hobbes en fait, sont les suivantes, 4. Donc on va voir ensuite les thèses B pour Bramhall, mais ils ne sont pas nommés comme tels, c'est vraiment deux points de vue entre lesquels il faut arbitrer. Donc alors la première très importante que j'appelle T1, bon c'est la première thèse, bon, il n'est pas dans le pouvoir présent de l'homme de se choisir la volonté qu'il doit avoir. Deuxième thèse, le hasard, donc en anglais c'est chance, précise Leibniz pour qu'on sache de quoi il parle. Casus en latin, le hasard ne produit rien, donc rien n'est le fruit du hasard. Troisième thèse, tous les événements ont leur cause nécessaire. Et quatrième thèse, c'est la volonté de Dieu qui fait la nécessité de toute chose. Donc pas de hasard, nécessité, nécessitarisme absolu même, avec Dieu qui est en quelque sorte le principe même de l'ordre et de la nécessité de toute chose. Première thèse, celle qui va évidemment retenir notre attention de façon prédominante ici, il n'est pas dans le pouvoir présent de l'homme de se choisir la volonté qu'il doit avoir. Je ne peux pas choisir ma volonté. Je ne peux pas choisir ce que je veux. Là, le second ensemble de thèses, les thèses que j'appelle B, qui correspondent évidemment au point de vue de Bramhall, de l'évêque de Derry, l'évêque arminien, lui aussi, comme d'autres personnages déjà évoqués dans un passé récent ici même. Donc, Bramhall soutient, et je vais attirer particulièrement votre attention sur sa thèse T1, étoile, pour montrer qu'elle s'oppose vraiment à la thèse T1 de Hobbes, et la thèse T3, étoile. Non seulement l'homme est libre absolument pour choisir ce qu'il veut faire, mais encore pour choisir ce qu'il veut vouloir. Donc voilà la thèse B, B comme Bramhall. L'homme est libre de choisir ce qu'il veut vouloir, et pas seulement ce qu'il veut faire. Deuxième thèse, T2 étoile, quand l'homme veut une bonne action, on va s'opposer ici à un nécessitarisme strict pour lequel Dieu serait au fond l'unique agent de ce qui se produit dans le monde, l'unique cause au fond. Quand l'homme veut une bonne action, la volonté de Dieu concourt avec la sienne. Donc c'est la théorie du concours divin limité aux bonnes actions voulues par l'homme. Autrement, donc il y a un concours entre deux volontés, la volonté de l'homme qui veut une bonne action et la volonté de Dieu qui lui apporte son concours. Autrement, à savoir quand la volonté de l'homme veut une mauvaise action, il n'y a pas de concours divin. Donc Dieu n'a pas part au mal, d'aucune façon. Rappelez-vous que Leibniz se penche sur cette controverse parce qu'il a en vue ce grand œuvre qu'on appelle la Théodicée, donc c'est vraiment des thèses de Théodicée. T3 étoile, la volonté peut choisir si elle veut vouloir ou non. Alors, vous voyez, elle peut choisir ce qu'elle veut vouloir, mais elle peut aussi, alors vous allez me dire, mais c'est la même thèse. Non, ici, c'est que ce qui est dit, c'est que la volonté peut choisir de vouloir ou pas. C'est donc l'abstention ici qui est visée. Donc, nous sommes libres de choisir ce que nous voulons vouloir et nous sommes libres aussi de choisir si nous voulons vouloir ou pas du tout. Quatrième thèse, les choses arrivent sans nécessité par hasard. Et enfin, bien que Dieu prévoie qu'un événement arrivera, il n'est pas nécessaire qu'il arrive, de Dieu prévoyant les choses non pas comme futures et dans leur cause, mais comme présentes. Alors, au-delà des thèses
de Hobbes et de Bramhall, le système formé donc par T1, T2, T3, T4 et T1 étoile, T2, T3, T4, T5, ce système dessine pour nous, si vous voulez, la carte des questions en litige, en discussion, au sortir du Moyen-Âge, dans la première modernité, et au-delà, je dirais, à l'âge classique, et j'inclurais même dans l'âge classique les Lumières, hein. Ou plutôt, si vous voulez, c'est cet ensemble de thèses contradictoires, hein, marque le cœur, disons, de ce stock, de ce dispositif des questions en litige. Et elle pointe le centre du dispositif. Le centre, pour nous, c'est évidemment T1. Hein. Il n'est pas dans le pouvoir présent de l'homme de choisir la volonté qu'il doit avoir, d'un côté, et en sens contraire, de l'autre, le point de vue opposé, T1 étoile, non seulement l'homme est libre absolument pour choisir ce qu'il veut faire, mais encore pour choisir ce qu'il veut vouloir, et T3 étoile, la volonté peut choisir si elle veut vouloir ou non. Donc, je dis que c'est au sortir du Moyen-Âge, hein, on a ici, au fond, avec cet ensemble de thèses, et notamment ces trois-là qui s'opposent, T1 et T1 étoile et T3 étoile, on a disons, donc les éléments de la cartographie, au fond, des problèmes à l'âge classique. Oui, j'insiste là-dessus, parce que il n'est pas seulement question de la volonté, hein, mais il est bien question de l'homme. L'homme est libre, on ne dit pas la volonté est libre, mais l'agent, hein, c'est l'homme. L'homme est libre de choisir ce qu'il veut faire. L'homme est libre de vouloir une bonne action, etc. Donc c'est bien la question de l'homme qui est ici en cause. Le débat qui oppose Bramhall et Chisholm est bien celui que reprendra Locke par la suite et que reprend Leibniz après Locke. C'est le débat dont nous avons pu suivre les linéaments chez Chisholm, philosophe d'aujourd'hui, hein, et c'est au fond le débat qui articule la question centrale majeure de ce qu'on appelle la question de l'homme, la liberté humaine quand même, évoquée l'an dernier avec Kant et Foucault. Donc ce questionnaire est une des étapes décisives, je pense, dans l'histoire de la subjectivité. C'en est un élément essentiel, c'en est un élément capital, les mots me manquent. C'est un élément essentiel, disons, de l'archive et pour l'archéologie du sujet. C'est une pièce, disons, incontournable de la confrontation entre psychologie, métaphysique et ontologie. Alors, je laisse le détail de la controverse Hobbes-Bramhall et je retiens l'appréciation, le diagnostic posé par Leibniz sur chaque élément du dossier, sur chacune de ses propositions, chaque appréciation étant portée en termes de « c'est bien dit » ou « c'est mal dit ». Alors, commençons par... Alors, je m'en tiens à ce que je vous ai annoncé comme central, c'est-à-dire la thèse T1 chez H, et les thèses T1 étoile et T3 étoile chez Bramhall. Donc voilà l'arbitrage leibnizien. Sur T1, il n'est pas dans le pouvoir présent de l'homme de se choisir la volonté qu'il doit avoir. Ça, c'est H, hein, c'est Hobbes. Bien dit, dit Leibniz. Bravo. C'est bien dit. Mais il faut, si vous voulez, souligner la référence dans ce texte, la référence au présent. Hein. Ce que veut dire, ce qui motive le oui, n'est-ce pas, de Leibniz, quand même, doit être lancé ou pris à la loupe, n'est-ce pas, de façon que l'on comprenne bien
qu'il s'agit que la référence au présent est fondamentale. Hein. On ne peut, à l'instant T, choisir sa volonté. En ce moment précis où je vous parle, hein, l'instant T, je ne peux choisir ma volonté, car celle-ci est la résultante de raisons et de dispositions acquises antérieurement, acquises à T-1 ou à T-N, etc. Et elle en découle. On n'est pas pour autant dans un nécessitarisme absolu, puisqu'on peut en revanche, dit Leibniz, avec le temps, acquérir de nouvelles dispositions, de manière à acquérir une volonté nouvelle, alors à T plus 1 ou à T plus N. Voilà la vérité que j'évoquais tout à l'heure, et voilà ce que Bramhall n'a pas remarqué et que Hobbes n'a pas su développer, à savoir que nous avons un pouvoir oblique sur nos volontés. Cela est bien dit, surtout par rapport à la volonté présente, écrit Leibniz, les hommes choisissent les objets par la volonté, mais ils ne choisissent point leur volonté présente, elles viennent des raisons et des dispositions. Il est vrai cependant qu'on se peut chercher de nouvelles raisons et se donner avec le temps de nouvelles dispositions. Et par ce moyen, on se peut encore procurer une volonté qu'on n'avait pas et qu'on ne pouvait pas se donner sur le champ. Retenons cette expression qui dit bien les choses en français. Je ne peux changer de volonté à volonté sur le champ. Ça prend du temps de changer de volonté. Il y faut du temps. Bon, alors je passe sur T2, T3, etc., car nous n'avons pas le temps de considérer tout cela, même en ayant rajouté 2 séances de cours. Donc, oui à T1. Maintenant, les thèses de Bramhall. Qu'est-ce que Leibniz en pense et en quoi consiste son arbitrage là? Évidemment, s'il dit oui à T1, on imagine bien qu'il ne va pas dire oui à T1 étoile. Et de fait, il dit non à T1 étoile et à T3 étoile. Donc T1 étoile était non seulement l'homme est libre absolument pour choisir ce qu'il veut faire, mais encore pour choisir ce qu'il veut vouloir. Réponse de Leibniz, ça c'est la phrase de Leibniz, c'est mal dit. On n'est pas maître absolu de sa volonté pour la changer sur le champ. On ne peut pas vouloir à volonté. Pour changer sa volonté, il faut se servir de quelques moyens ou adresses, dit-il, et donc ça va être changer ses dispositions, acquérir de nouvelles raisons, trouver de nouveaux motifs d'agir autrement ou de vouloir autrement, et pour cela, encore une fois, il faut du temps. Ça s'appelle le temps de la réflexion. Bon, et pour T3 étoile est rejeté comme T1 étoile. Il faut souligner une fois de plus dans le propos de Leibniz la référence au présent. Dire que la volonté peut choisir si elle veut vouloir ou non, c'est mal dire par rapport à la volition présente. À l'instant T, ça n'est pas vrai. Au moment où je veux, je ne peux plus choisir de vouloir ou de ne pas vouloir ce que je veux. Je ne peux pas choisir de m'abstenir, je ne peux pas me retirer du jeu. Vouloir, c'est avoir choisi. Vouloir, c'est avoir choisi. J'ai choisi, je ne peux plus choisir au moment où j'ai choisi, où je choisis et j'ai choisi coïncident. Je ne peux pas choisir sur le champ de vouloir autrement que je ne veux. Encore une fois, à l'instant T, les dés sont jetés, les jeux sont faits. Donc vous le voyez, ce à quoi Leibniz est confronté, et vous voyez quel est son arbitrage, à travers T1, T étoile 1 et T étoile 3, c'est très exactement à la thèse de Schopenhauer, des siècles plus tard, affirmant que je ne puis vouloir à volonté, que je n'ai pas le pouvoir de vouloir ce que je veux au moment où je le veux, car au moment où je le veux,
Je n'ai pas le pouvoir de vouloir autre chose que ce que je veux. C'était la thèse de Schopenhauer. Donc le rapport à la volition présente, à l'instant présent, c'est la clé de tout ce dispositif, où s'articulent donc les 4 questions évoquées à la suite de Locke, et auxquelles vous pouvez vous reporter par l'Internet, enfin dans le cours du 27 janvier, les 3 questions de Locke à laquelle j'avais ajouté celle du temps. Donc, c'est un rappel. Question 1, c'était, question de Locke, l'homme est-il libre de vouloir les choses qu'il veut effectivement faire? Deuxième question, l'homme est-il libre de ne pas vouloir telle d'entre les choses qu'il veut faire? L'homme est-il libre, troisième question, de vouloir telle d'entre les choses qu'il ne veut pas faire? Donc, ne pas vouloir ce qu'il veut, vouloir ce qu'il ne veut pas, vouloir ce qu'il veut. Mais question 4, c'est ça qui compte. Quand? À quel moment, de quel instant du temps du choix et de la décision parlons-nous? C'est ça la question fondamentale. Quand? Cette batterie de questions ne se réduit pas à la question 1, sommes-nous libres de vouloir ce que nous voulons, ni même aux questions 2 et 3 prises ensemble ou séparément, sinon il serait inutile d'ajouter une référence au moment où nous voulons ou ne voulons pas. La référence au temps est fondamentale, elle fait toute la différence. Bon, mais justement, qu'est-ce qu'ajoute cette référence au temps? Je laisse un instant de côté cette question pour me concentrer sur la position de Bramhall, qui mérite qu'on la défende un peu. Dans sa critique de Hobbes, l'évêque Bramhall, donc, qui, comme lui, parle de la volonté, soutient que, au moment où elle veut ce qu'elle veut, la volonté a le pouvoir de ne pas le vouloir. Donc que l'homme, au moment où il veut ce qu'il veut, a le pouvoir de ne pas vouloir ce qu'il veut. Au sens de nouloir, ce verbe que nous avons introduit pour dire vouloir que ne pas. Donc il a le pouvoir de nouloir au moment où il veut. Il a aussi, l'homme, au moment où il veut ce qu'il veut, il a le pouvoir de différer l'acte de volition. Précisément, les deux pouvoirs, au moment où je veux, celui de nouloir, c'est-à-dire de vouloir le contraire, ou de m'abstenir de vouloir ce que je veux, ces deux pouvoirs doivent, si je puis dire, exister au moment où je veux ce que je veux, car s'ils n'existaient pas, dit Bramhall, eh bien, je n'aurais pas le pouvoir de vouloir ce que je veux. Si je n'ai pas le pouvoir de vouloir ce que je ne veux pas et de ne pas vouloir ce que je veux, ni de m'abstenir au moment où je veux ce que je veux, eh bien, je n'ai pas le pouvoir de vouloir ce que je veux. Voilà la thèse de Bramhall. On peut évidemment banaliser la chose. On peut remonter d'un cran dans le temps et de dire, en remontant de t à t-1, de l'instant t à l'instant immédiatement antérieur, on peut se contenter de dire que la volonté qui à l'instant t veut ce qu'elle veut pouvait ou aurait pu, à l'instant t-1, vouloir autre chose ou autrement. Je pense que tout le monde est prêt à admettre ça. Mais on n'aura rien réglé en disant cela. Il faudra encore savoir si la volonté qui, à t-1, à l'instant immédiatement antérieur, a choisi P, un certain état de choses à accomplir, plutôt que non P, état de choses contraire, ou que Q ou R, un autre état de choses. Bon. Si elle avait à t-1 le pouvoir de choisir autrement qu'elle n'a choisi, de choisir autre chose ou autrement, et ainsi de suite. On entre dans un regressus ad infinitum, en décalant d'un cran le problème, comme on dit vulgairement, en poussant n'est-ce pas, la poussière sous le tapis, n'est-ce pas, on ne la supprime pas.
Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait ici en décalant à t-1 les problèmes qu'on n'est pas capable d'affronter à t, théoriquement. Et on va continuer, c'est le regressus ad infinitum. Bon, c'est un problème quand même, et c'est un problème qui est lié au précédent, hein, qui est intéressant. Ce problème du regressus in infinitum ou ad infinitum. Bon, je le laisse là, puisqu'il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, mais je me centre, je m'en tiens à ce qui nous intéresse, n'est-ce pas ? Notre problème n'est pas la liberté du choix au sens de la dépendance ou de l'indépendance de la volonté par rapport aux raisons qui la déterminent, qu'elle nécessite la volonté ou l'incline sans la nécessité. Notre problème, c'est véritablement la question de la volition présente en tant que présente. Ne sortons pas de l'instant T. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui se passe à T qui m'intéresse, et pas à T-1 ni à T+1. Ce qui se passe au moment où je veux ou ne veux pas. Qu'il s'agisse donc de vouloir ce que je veux, de ne pas vouloir ce que je ne veux pas, de vouloir ce que je ne veux pas ou de ne pas vouloir ce que je veux. On a les 4 possibilités. Ce qui nous intéresse donc, c'est la possibilité que des volontés contraires ou incompossibles, non susceptibles d'exister simultanément, hein, donc des volontés contraires, incompatibles les unes avec les autres, existent à l'instant T dans un même sujet, dans un sujet donné, vous ou moi. Ce qui nous intéresse donc, en somme, c'est de savoir quelle sorte d'âne nous sommes. D'âne, d'ailleurs, ou d'ânesse. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'est un humain au moment de choisir. De choisir d'agir ou de ne pas agir. Est-ce que c'est un agent libre ou pas ? Je dis ânesse par respect de la parité, bien entendu, mais aussi par spinozisme, car c'est en évoquant l'Asina Buridani, l'ânesse de Buridan, que dans ses pensées métaphysiques, les cogitata metaphysica, annexés au principe de la philosophie de Descartes, démontrés selon la méthode géométrique, que Spinoza prouve qu'il existe une volonté. La volonté existe. Qu'est-ce qui le prouve ? Donc, dari voluntatem, il faut donner, il faut accepter qu'il existe quelque chose comme une volonté. Que d'ailleurs l'âme a une telle puissance, bien que n'étant déterminée par aucune chose extérieure, cela se peut très commodément expliquer par l'exemple de l'ânesse de Buridan. Si, en effet, l'on suppose un homme au lieu d'une ânesse dans cette position d'équilibre, cet homme devra être tenu non pour une chose pensante, mais pour l'âne le plus stupide s'il périt de faim et de soif. Donc Leibniz considère donc que finalement, on a là une bonne preuve de la volonté, n'est-ce pas, qu'il existe quelque chose comme une volonté. Donc, cartésien, Spinoza ne se laisse pas mourir. Mais devenu spinoziste, n'est-ce pas, il réhabilite l'ânesse en naturalisant complètement l'homme, n'est-ce pas ? Comme l'atteste le célèbre Scoli de l'éthique. Là, on n'est plus dans les cogitata metaphysica, mais dans l'éthique. Deuxième partie, proposition 49. J'ai à dire que j'accorde parfaitement qu'un homme placé dans cet équilibre absolu qu'on suppose, c'est-à-dire qui, n'ayant d'autre appétit que la faim et la soif, ne perçoit que 2 objets, la nourriture et la boisson également éloignée de lui, j'accorde, dis-je, que cet homme périrait de faim et de soif. Donc voilà, une grande question que nous aurons supposée au cours de ce semestre. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'âne ? Qu'est-ce que l'ânesse même, hein ? Alors, Schopenhauer, qui a remarqué ces textes, comme il remarque tout, n'est-ce pas, se plaît à souligner l'évolution de Spinoza. Il est arrivé à la bonne opinion dans les dernières années de sa vie, c'est-à-dire après avoir passé la quarantaine. Et
mais les espérances de vie, bon. Donc c'est un exemple de progrès philosophique bien rare, dit-il, et il n'y voit que deux personnes qui aient su progresser avec le douloureux amoncellement des années sur nos épaules. C'est Joseph Priestley et surtout Voltaire, qui a su écrire, il y a toujours de l'ironie chez Schopenhauer, à 72 ans, un ouvrage intitulé « Le philosophe ignorant », publié donc en 1766. Mais je reviens à Bramhall. Donc, Bramhall. Will, nil, forbear. Vouloir, nouloir, différer. Ce sont les trois termes qu'utilise Bramhall dans la mise en place de son système, l'articulation de son point de vue. Il distingue le vouloir, le nouloir et l'abstention, si vous voulez, le différé. Ces trois termes méritent qu'on s'y attarde en eux-mêmes donc, et dans leur articulation, notamment donc, le troisième terme, forbear, s'abstenir, remettre, à plus tard, retenir. Ce mot forbear, c'est le mot qu'emploie Édouard II, s'adressant à Lightbourne, le tueur professionnel qui est venu l'assassiner, dans cette très belle pièce de théâtre intitulée « Le règne difficile et la mort lamentable d'Édouard II, roi d'Angleterre, ainsi que la chute tragique de l'orgueilleux Mortimer ». C'est l'une des dernières pièces de Christopher Marlowe, d'où ce titre « Marlowe Again », puisque l'an dernier, n'est-ce pas, nous avions évoqué la mort de Pierre de la Ramée sous déjà la plume de Marlowe dans cette pièce intitulée « Massacre à Paris ». La pièce consacrée à la Saint-Barthélemy. Je signale qu'il y a un buste de Pierre de la Ramée dans une des cours du Collège de France, puisqu'il était professeur au Collège de France. Donc, forbear, c'est un mot qu'emploie donc le malheureux roi Édouard dans cette pièce de théâtre qui date de 1594, dans cette expression « stay a while, forbear thy bloody hand ». Attends un peu, retiens ta main sanglante. These looks of thine can harbor note, la vieille forme pour nothing, note but death. I see my tragedy written in thy brows. Yet stay a while, forbear thy bloody hand, and let me see the stroke before it comes, that even when I shall lose my life, my mind may be more steadfast on my God. Des yeux comme les tiens ne peuvent héberger que la mort. Je lis ma tragédie écrite sur ton front. Toutefois, attends un peu, retire ta main sanglante. Avant de frapper, accorde-moi de me préparer au coup fatal pour que, au moment de perdre la vie, mon âme se repose avec plus de fermeté sur son Dieu. Donc, will, nil, forbear, vouloir, nouloir, retenir, différer, correspondent logiquement à welle, vouloir, nolle et non welle, v, vn et nv, dans le petit tableau que nous avions construit, dans le quadrilatère du vouloir, que nous avions articulé au tout début de ce semestre en nous fondant sur les Lambeth Fragments d'Anselme de Cantorbéry. Donc la différence entre vouloir, vouloir que ne pas et ne pas vouloir, welle, vouloir, vouloir que ne pas, nolle, ce que je traduis par nouloir, et ne pas vouloir, non welle. Différer, en effet, forbear, c'est ne pas vouloir que, NV, c'est s'abstenir de vouloir.
Ça n'est pas du tout vouloir que ne pas. Vn. Donc ce trio que j'ai symbolisé par V, Vn, Nv s'entend de plusieurs façons et sur la longue durée. Enfin, nous sommes là avec Bramhall et ça a commencé avec Anselme de Cantorbéry des siècles plus tôt. Donc ce trio s'entend de plusieurs façons sur la longue durée. Il se connecte à toutes sortes de doctrines, de problèmes et de distinctions. Et je dirais d'abord et avant tout à ce qu'on pourrait appeler la question, disons, psychologique, disons, de la liberté à l'état naissant. Alors, Flaubert, comme vous savez, disait « Madame Bovary, c'est moi ». Buridan n'a jamais dit « à ma connaissance, je suis mon âne ». Tout se joue chez lui à un niveau beaucoup plus abstrait, d'une certaine façon, sur l'articulation du jugement et de la volonté. Vraiment, cela, la question en jeu. Articulation du jugement et de la volonté. Cette question de l'articulation du jugement et de la volonté, c'est la marque de son aristotélisme et c'est, je dirais, c'est le terrain où se mesure l'impact des condamnations parisiennes de 1277 sur la philosophie en général et la psychologie en particulier. Vous savez que le 7 mars 1277, l'évêque de Paris, Étienne Tempier, sur l'avis d'une commission qu'il avait réunie à cet effet et qui avait examiné une série de textes de publication, si j'ose dire, probablement de reportation de cours, aussi de l'Université de Paris, interdit, l'évêque de Paris interdit l'enseignement de 219 thèses à l'Université de Paris sous peine d'excommunication. Donc ces 219 thèses interdites d'enseignement à l'université, le 7 mars 1277, ce syllabus, si vous voulez, est, comment dirais-je, c'est c'est le document, je pense, de base, disons, pour comprendre ce qui se joue, disons, dans le Moyen-Âge tardif au niveau de la question de la liberté comprise comme question, je dirais, du rapport entre nécessitarisme et liberté, hein, et on va le voir aussi, intellectualisme et volontarisme, mais c'est surtout sur ce terrain que se joue la réception ou la non-réception par l'Église de l'aristotélisme en psychologie et en éthique. La psychologie ou l'anthropologie, les deux disciplines qui ne sont pas encore constituées comme telles, hein, mais qui sont une science bifronce, au moment où elle émerge à l'âge classique, Foucault l'a bien montré, l'anthropologie s'énonce souvent dans des textes qui portent le nom de psychologia, n'est-ce pas? Bon, enfin, en tout cas, la question qui s'articule vraiment de la manière la plus nette avec les condamnations parisiennes de 1277 par l'évêque Étienne Tempier, eh bien, c'est la question de l'articulation entre le jugement et la volonté. Et donc, c'est une réponse donnée à la question « qu'est-ce que l'homme ?» Si la question « qu'est-ce que l'homme ?» porte avant tout sur la question de savoir si l'homme est libre. Vouloir, qu'est-ce que vouloir
eh bien, si vous lisez les condamnations, alors qu'est-ce que ça veut dire lire les condamnations? C'est avoir affaire à une liste de thèses interdites, donc on n'a pas le droit d'enseigner. Alors ça suppose évidemment qu'on fasse, enfin, ça qui est drôle, hein, que l'on fasse circuler cette liste pour qu'on sache exactement ce qu'on n'a pas le droit d'enseigner. Sauf que, bon, à l'époque, il n'y a pas de photocopie, et de toute façon, on copie à la main. Donc ça veut dire qu'on peut se tromper en copiant. Donc peut circuler dans une liste de proscription une thèse qui en fait est généralement prescrite. Au contraire, simplement le copiste a oublié un petit mot, non, par exemple. Bon. Alors il faut après des siècles, car ces textes ont extraordinairement circulé, et les condamnations de 1277 sont imprimées encore au XVIIe siècle en appendice aux sentences de Pierre Lombard, qui restait le grand manuel de théologie. Donc en appendice à ce livre, ce manuel de théologie, vous avez toutes les listes de condamnations qui sont encore diffusées. Donc ça n'est pas rien que de dire que l'articulation entre juger et vouloir, jugement et volonté, qui est le legs de ces condamnations, bon, présente des caractéristiques tout à fait remarquables, n'est-ce pas, ces caractéristiques qui sont que le point de vue qui est recopié comme interdit dans les listes est un point de vue qu'on peut appeler aristotélicien. C'est vraiment une condamnation des thèses d'Aristote, hein, dit-on aujourd'hui. Alors, il faut les regarder de près pour avoir une idée de ce dont il s'agit. Alors, vous allez voir, vouloir, qu'est-ce que c'est que vouloir d'après les condamnations, c'est-à-dire d'après les phrases dont on interdit l'enseignement, hein, ce qu'on n'a plus le droit de dire. Bon. Bien, alors, vouloir, c'est quoi? C'est assentir à un jugement, c'est donner son consentement à un jugement. Ce qu'on appelle assentir, l'acte d'assentir, c'est ce qu'on appelle l'assentiment, hein, en français. Alors, pour nombre de médiévaux, comme on va le voir et comme en témoignent les condamnations, pour nombre de médiévaux, le problème de la volonté, s'il n'y en avait qu'un, mais rassurez-vous, il n'y en a pas qu'un, c'est ce qu'on appelle le problème de l'assentiment, hein, du consentement que l'on donne à quelque chose, un désir par exemple. Cela se dit en latin assensus, hein, ou assentio, c'est donc l'assentiment. Une des 219 thèses interdites d'enseignement donc à l'Université de Paris par Étienne Tempier, le 7 mars 1277. Le 7 mars 1277 qui est considéré comme un point de fracture ou un non-événement selon le type d'historien que vous êtes, n'est-ce pas? Il y a un débat qui dure au fond là-dessus et qui divise les médiévistes et beaucoup d'autres depuis la thèse de Pierre Duhem, DUHEM, 1861-1916, qui considérait que cette condamnation de l'aristotélisme était véritablement la naissance de l'esprit moderne. Alors, bon, je ne reviens pas là-dessus, ça fait couler beaucoup d'encre, sans que ça coule encore, mais en revanche, une de ces 219 thèses, la thèse numéro 163, énonce que... Alors, donc ça, c'est ce qui est condamné, hein, donc c'est la thèse que je n'aurais pas le droit normalement de prononcer devant vous, puisque la prononcer devant vous, c'est lui faire de la publicité. Bon. Alors qu'évidemment, dès que vous faites une liste de propositions condamnées, vous organisez la publicité de ce que vous n'avez pas le droit de dire, puisque vous faites circuler. Bon, ça m'en viendra sur ce point. Bon, alors, voilà la thèse qui n'est pas bonne. Hein. La volonté poursuit nécessairement ce qui est cru fermement par la raison, et elle ne peut pas s'abstenir de ce que la raison lui dicte. Donc ça, c'est le premier point. Je ne commente pas tout de suite ce qui est en rouge. Voluntas necessario prosequitur quod fermitur creditum est a ratione et non potest abstinere habeo quod ratio dictat.
la volonté poursuit nécessairement ce qui est cru fermement par la raison. C'est-à-dire que la volonté ne peut pas ne pas suivre ce que la raison lui présente, à quoi la raison adhère par un acte de croyance ferme. Elle ne peut même pas s'en abstenir. Donc la volonté est entièrement sous le pouvoir de la raison. Et la phrase en rouge, cependant, cette nécessité n'est pas une contrainte, mais la nature de la volonté, on y reviendra tout à l'heure, mais notez-la déjà mentalement, ec autem necessitatio, cette nécessitation n'est pas une coaction, n'est pas une contrainte, c'est l'expression même de la nature de la volonté. Alors en tout cas, la volonté poursuit nécessairement ce qui est cru fermement par la raison et elle ne peut pas s'abstenir de ce que la raison lui dicte. Voilà une thèse, vous êtes pour, vous êtes contre, certains condamnent, d'autres se taisent. Bon, reste que cette proposition, finalement, voluntas non potest abstinere habeo quadratio dictat, la volonté ne peut s'abstenir de ce que la raison lui dicte, ça va devenir véritablement le credo. Il faudrait pouvoir méditer des heures cette phrase, n'est-ce pas? Mais enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que c'est le credo, si on peut dire, du nécessitarisme aristotélicien, tel qu'il est condamné par l'Église, par le magistère, en l'occurrence par l'évêque de Paris. La volonté ne peut pas ne pas vouloir ce que l'intellect, comprenez l'entendement, si vous voulez, et son bras armé, le jugement, lui propose. Elle ne peut même pas le remettre, s'abstenir, suspendre. Elle ne peut même pas le remettre. Jugement ferme, croyance ferme. L'entendement fournit le jugement ferme. Il n'y a plus qu'à vouloir, n'est-ce pas, pour agir. À vouloir agir. Et l'on ne peut vouloir que ce qu'on veut, puisque ce qu'on veut, c'est ce que la raison dicte. Alors la fermeté, fermeté ou certitude, l'un ou l'autre, peu importe, dans tous les cas, si vous voulez, l'intellect propose et l'intellect dispose. L'adage dit « l'homme propose, Dieu dispose ». On connaît cette phrase. Eh bien, ce que dit Buridan, c'est non seulement que l'intellect propose, et qu'il faut déterminer jusqu'où la volonté dispose, mais d'abord, et aussi, ce qu'il faut déterminer, c'est jusqu'où l'intellect, qui censément ne fait que proposer, en réalité, en proposant, c'est-à-dire en jugeant, eh bien, lui aussi dispose. Ce qui fait qu'on ne peut plus vouloir que ce que l'intellect a proposé. Donc, vous voyez, l'intellect proposant dispose. Donc, on peut, la thèse reposante, si je puis dire, consistant à dire l'intellect propose, la volonté dispose, eh bien, saute ici. La volonté suit ce que l'intellect proposant dispose. Bon, ça fait de belles questions philosophiques et archéologiques. Alors, pour avancer, évidemment, il va falloir examiner d'un peu plus près les positions de Buridan, et c'est ce que nous allons faire dans l'heure qui suit, mais en nous arrêtant maintenant 5 minutes, si vous le voulez bien.